Bienvenue sur cette nouvelle édition des Experts Pay 2025. On est en novembre, ça y est, on démarre ce nouveau mois en beauté puisqu'on est là pour faire un point sur l'actu Pay. Je vois que vous êtes connectés. Bonjour Charline, je vois un premier bonjour. Tout fonctionne a priori, super. Bonjour Fatima, Elisabeth, Tristan, voilà, vous êtes là, super. On est ravis de vous retrouver. C'est notre rendez-vous récurrent désormais avec Kelio et nos deux experts du sujet paye. Et puis, c'est l'occasion de faire un point sur toutes les actus. Alors, j'allais dire en cette rentrée, parce que je reviens de vacances, mais oui, c'est en quelque sorte une nouvelle rentrée, on va dire. Laetitia, David, je suis trop contente de vous retrouver pour ce démarrage du mois de novembre. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous voulez bien, voilà, en quelques mots, vous présenter qui commence, Laetitia, David, je vous laisse décider. Laetitia, je te laisse la priorité, vas-y. Ok, allez, je commence. Donc, Laetitia Belcelli, je suis consultante, formatrice et rédactrice en paye et j'interviens notamment pour tous les articles Culture RH en lien avec la paye. Et moi, bonjour, je m'appelle donc David Verhagen, donc je suis chef de produit chez Kelio. Kelio, c'est un éditeur logiciel qui propose une solution, une suite logicielle complète dans le domaine RH et qui inclut notamment une solution de paye. Cette solution de paye, elle s'appelle 1, 2, 3 paye et on propose deux offres de services, soit un accès autonome à notre logiciel où vous réalisez vos payes et vos DSN en toute autonomie avec notre accompagnement et notre service support, soit une offre de service en externalisation où ce sont nos gestionnaires Kelio qui réalisent pour vous votre paye et votre DSN. Voilà pour la présentation. Eh bien, merci. On est là pour passer la prochaine heure tous ensemble. Comme je le dis à chaque fois, ce webinaire, il est pour vous, vous qui êtes en train de nous écouter. Donc, sentez-vous vraiment à l'aise de réagir, de poser vos questions. Moi, je me ferai votre relais auprès de Laetitia et David. On gardera un temps à la fin si jamais il y a des questions qui sont restées en suspens. Il y a pas mal de choses, d'éclairage à apporter, je pense, au vu de l'actu. Nos deux experts vont faire de leur mieux. On va essayer en tout cas peut-être de vous rassurer aussi, parce qu'il y a un climat un peu incertain et instable qui peut être un peu inquiétant pour cette fin d'année. Je vous mets un peu la pression, Laetitia et David, on compte sur vous pour repartir de cette heure un peu plus serein. David, tu nous mets un peu en appétit pour qu'on sache un petit peu ce qu'on va aborder aujourd'hui. Allez. Alors, au programme, effectivement, on a plusieurs sujets à évoquer. On a tout d'abord la question des frais professionnels qui sera évoquée avec un nouveau cadre réglementaire et la fin programmée des DFS. On reviendra sur ce qu'est la DFS. Ensuite, on va parler heures supplémentaires et congés payés. Et on parlera également d'arrêt maladie pendant les congés payés. On va évoquer aussi en cette fin d'année et l'année 2026 qui s'annonce les nouveautés pour 2026 et notamment les nouveautés de DSN, mais aussi le plafond de sécurité sociale qui change à partir de 2026 aussi. On va parler aussi d'une nouvelle loi qui est intervenue, qui était dans les tuyaux depuis un moment et qui a tardé un petit peu, compte tenu du climat politique, à se mettre en place, mais qui a été adoptée, ça y est, c'est la loi Senior, Dialogue social et Transition professionnelle. Et enfin, on parlera d'un sujet qui est à l'actualité régulièrement, c'est le projet de loi de finances et de financement de sécurité sociale pour les mesures qui impactent la paye. Donc voilà, un beau programme en perspective. Il y a de quoi faire. Est-ce normal de rien entendre? Eh bien, non, mais je pense qu'il faut actualiser. Je vais répondre à Zina dans le chat. Est-ce qu'il y aura un support? Oui, on vous le mettra à disposition d'ici la fin du webinaire. Du coup, c'est parti. On y va. Premier sujet. Ça vous va? Allez. Alors, les frais professionnels, effectivement, on va commencer effectivement ce thème avec un texte qui est rénové, qui avait plus de 20 ans, donc effectivement qui méritait peut-être un petit toilettage. Et puis aussi la chronique d'une mort annoncée, celle des déductions forfaitaires spécifiques. Donc, je passe la parole à Laetitia à ce sujet-là. Alors, on a un nouvel arrêté en date du 4 septembre 2025 sur les frais professionnels. Et ce nouvel arrêté abroge l'arrêté du 20 décembre 2002 qui concerne le régime général et l'arrêté du 17 juin 2003 qui concerne le régime agricole.
Donc, en fait, c'est le nouveau texte de référence sur les questions des frais professionnels. Donc, il est du coup applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Donc, on a un seul texte commun pour les deux régimes. Et cet arrêté, il reprend la majorité des règles existantes, mais en les clarifiant et en intégrant plusieurs tolérances qui étaient précisées dans le BOSS. Donc notamment concernant le télétravail, la mobilité professionnelle ou encore les grands déplacements. Donc là, je vais juste vous présenter finalement les principales nouveautés. Et une grande nouveauté, et surtout quelque chose qui est tombé un petit peu comme ça sans qu'il y ait eu beaucoup d'annonces, c'est l'extinction programmée de toutes les déductions forfaitaires spécifiques, donc ce qu'on appelle également DFS ou qu'on peut appeler également abattement pour frais professionnels, d'ici 2032. Donc juste pour rappel, c'est pour certaines professions spécifiques, notamment il y avait le bâtiment, il y avait le transport, il y avait plein d'autres secteurs un peu plus sectoriels, un peu plus spécifiques, et pour lesquels on pouvait, sous certaines conditions, que je ne vais pas forcément rappeler ici, abattre finalement le salaire brut d'un certain pourcentage. Donc ça pouvait être 10%, ça pouvait être 20%, ça pouvait être 30%. Voilà, donc ce qu'on appelle la déduction forfaitaire spécifique. Donc, ce que précise l'arrêté, c'est une clarification également de la procédure d'autorisation DFS. Donc, le consentement du salarié, il peut figurer dans le contrat ou dans l'avenant. Donc, voilà, c'est une simplification au niveau de l'accord du salarié, parce que, à savoir qu'il faut, précisément dans les conditions, il faut l'accord du salarié pour pouvoir appliquer une DFS. Par contre, il y a une petite chose dans l'arrêté, c'est que l'arrêté ne parle pas de notion de frais professionnels réellement engagés. Donc, à savoir que depuis le 1er janvier 2023, de mémoire, on pouvait appliquer une DFS que si le salarié il engageait des frais professionnels réellement. Parce que parfois, avant 2023, même si le salarié n'engageait pas de frais professionnels, on pouvait lui appliquer la DFS. Donc là, il y avait cette notion-là, mais cette notion a disparu de l'arrêté. En tout cas, elle n'a pas été reprise dans l'arrêté. Donc là, on est en attente des précisions du BOSS, à savoir que malgré l'arrêté qui a été publié du coup le 4 septembre 2025, on n'a pas eu de mise à jour du BOSS dans la foulée. Donc là, on va vraiment attendre des précisions du BOSS pour savoir si finalement cette notion a disparu. Est-ce que finalement on peut appliquer la DFS à un salarié qui n'engage pas de frais professionnels? Et à savoir que dans 8 secteurs d'activité qui étaient déjà en extinction programmée, justement, il y avait des tolérances. Donc maintenant, est-ce que les tolérances vont être admises pour tous les secteurs d'activité, à savoir que de toute façon, d'ici 2032, il n'y aura plus de DFS. Donc là, on attend quand même des précisions du BOSS. Au niveau de la mobilité professionnelle, il y a également une redéfinition des critères pour pouvoir dire on est en mobilité professionnelle ou on ne l'est pas. Donc, à savoir qu'il y avait 2 critères à la base. Il y avait le critère de 50 km, donc plus de 50 km entre le domicile et le lieu de travail, et un temps de trajet supérieur à 1h30. Donc là, le critère kilométrique, il a disparu. Et on n'a plus que le temps de trajet supérieur ou égal à 1h30. Voilà. C'est juste une petite précision, en tout cas, qui a été apportée par l'arrêté. Alors maintenant, on va s'intéresser justement à la DFS. On avait déjà 8 secteurs d'activité qui étaient concernés par une disparition progressive. Et du coup, j'en ai parlé tout à l'heure avec des tolérances. Au niveau des 8 secteurs d'activité, on avait en 2029, on avait la propreté. En 2031, on avait… alors, attendez, hop, voilà. En 2031, on avait les casinos, cercles de jeu. Et en 2032, la construction, le spectacle vivant et enregistré. En 2033, l'aviation civile. Et en 2035, le transport routier. Et en 2038, la journaliste et VRP. Donc voilà, là, je vous ai indiqué les dates de fin de ces 8 secteurs d'activité. Et maintenant, du coup, il y a les autres professions. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les autres professions? Donc, ceux qui ne concernent pas ces 8 secteurs qui étaient déjà en disparition progressive. Donc, une sortie progressive qui est accélérée, donc du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2031,
avec une diminution d'une valeur équivalente à 15% du taux applicable en 2025. Donc, je vous ai mis un exemple, par exemple, avec la profession de mannequin, donc qui ne fait pas partie de ces secteurs. Donc, le taux en vigueur en 2025 est de 10%. Donc, diminution de 2 points par année, on fait 10 fois 15%, on arrive à 1,5, on arrondit à 2, et du coup, la disparition, donc c'est une diminution de 2 points du coup, par année. Donc, disparition à compter du 1er janvier 2030. Donc, après, ben voilà, vous pouvez faire les calculs en fonction de vos différents, des différents taux qui sont applicables en 2025. Ok, alors je me permets de te partager quelques réactions, Laetitia. Oui. On ferme juste un petit pas en arrière concernant la redéfinition de la mobilité professionnelle. Concernant le temps de trajet, tu as dit 1h30. Quelqu'un demandait si c'est une question bête, je ne sais pas, mais je la relais. Moi-même, je me pose du coup la question, ça m'intrigue. Est-ce que ça prend en considération le trafic et les bouchons là, je n'ai pas la réponse comme ça. Là, très sincèrement, je faudrait que je regarde les textes. Est-ce que c'est 1h30 sur Google Maps? Est-ce que... oui, du coup, ça questionne. Est-ce que c'est temps réel? Je ne sais pas si David a la réponse, mais moi, je ne l'ai pas. Non, je n'ai pas d'éléments non plus, effectivement. Voilà. C'est une bonne question. La question est très pertinente, du coup, parce que effectivement, oui. Selon la zone géographique. Dans les grandes agglomérations, on conçoit qu'effectivement, ce soit un facteur important. Bon, et ben voilà, on se pose la question. Je ne peux pas vous répondre comme ça, il faudrait que je regarder dans les textes plus précisément. Ok, super. Je te partage une autre réaction. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, le BTP, c'est la construction, le secteur construction, j'imagine. Marianne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit la fin de la DFS reste à 2038 pour les VRP. Elle n'est accélérée que pour les nouvelles professions concernées. Alors, elle ajoute sous commentaire. Je ne sais pas si ça te parle. Si tu affirmes aussi. Oui, c'est ce qui devait déjà être programmé, effectivement, je pense, oui. Ouais. Pour revenir sur les 1h30, je pense qu'effectivement, on réfléchit. Ah, c'est une question. Elle dit que c'est une question, pardon. Il manquait le point d'interrogation. Autant pour moi. Alors, oui, alors pour les VRP précisément, j'ai pas. Oui, les VRP, c'était au 1er janvier 2038. D'accord. Donc, attends, là, je relis juste la question pour bien la comprendre. Vas-y. La fin de la DFS reste à 2028 pour les VRP, elle n'accélère que pour une nouvelle profession. Oui, voilà. Oui, c'est bon, je viens de comprendre la question. Donc, en effet, oui, les VRP, c'est bien jusqu'au. Voilà. En fait, il n'y a pas de changement pour les 8 secteurs d'activité qui étaient déjà concernés par les disparitions. Là, il n'y a pas de changement pour eux. Il y a vraiment des changements pour les autres professions et finalement, pour les autres professions, c'est accéléré. Voilà, la disparition, elle est accélérée. Okay. En 2031, il n'y aura plus du tout de DFS pour les autres professions. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si la réponse était claire. Je pense qu'on est bon. Je me fais la voix de Marianne. Alors, ok. Oui, c'est bon, elle a dit c'est clair. On passe à la suite? Allez, c'est parti, vas-y. Super. Donc, le 10 septembre, on a eu donc un arrêt de la Cour de cassation concernant encore les congés payés. Donc, septembre, c'est le mois. Hein. D'ailleurs, pour le dernier arrêt qu'on avait eu, qui avait révolutionné donc les congés payés et l'acquisition, c'était aussi en septembre. Donc là, le 10 septembre, un arrêt de la Cour de cassation, finalement en cohérence avec le droit européen. Donc qui est dans cette volonté, en tout cas, de transposer le droit européen au droit français, qu'on voit de plus en plus, notamment avec des lois d'adus. Concernant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un salarié a des heures supplémentaires, une semaine où il est en congé payé? Donc, je vais donner la parole à David qui va vous expliquer tout ça. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, la question portait sur le droit aux majorations sur heures supplémentaires en cas de prise des congés. Et effectivement, il y a eu un arrêt de la Cour de cassation qui est intervenu, comme le précisait Laetitia. On va d'abord rappeler la règle de droit commun pour bien se repérer. Normalement, pour le décompte des heures supplémentaires, il faut prendre en compte seulement les heures de travail effectif accomplies par les salariés au cours de la semaine, ou éventuellement des temps assimilés à du travail effectif soit par la loi, soit par la convention collective.
par exemple, comme temps qui peuvent être assimilés à du travail effectif, on a les droits en contrepartie obligatoire en repos qui sont pris pour la compensation des heures effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires. Ça, ce sont des temps assimilés à du travail effectif, même si ce sont des temps de repos, qui donnaient lieu à des comptes, à prise en compte pour le décompte des heures supplémentaires. Par contre, jusqu'à présent, les congés payés, eux, le temps de repos assimilé à des congés payés n'était pas considéré comme du temps assimilé à du travail effectif. Et c'est là, effectivement, où est intervenu l'arrêt de la Cour de cassation, qui a posé une exception à la règle qu'on vient de définir, en précisant qu'un salarié dont la durée de travail est décomptée dans un cadre hebdomadaire et qui a pris des jours de congé au titre d'une semaine donnée, pourra prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant toute cette semaine. Donc, pour bien comprendre, un petit exemple ci-dessous, vous avez le cas d'un salarié qui travaille normalement 7 jours par semaine du lundi au vendredi, donc ça veut dire 35 heures par semaine. Il se trouve que cette semaine-là, exceptionnellement, il a fait 2 heures de plus le mardi, et donc au total, il a travaillé 4 jours en fait du lundi au jeudi, donc ce qui lui fait 4 fois 7, 28, plus les 2 heures effectuées le mardi, ce qui fait 30 heures, et il a été en congé payé le vendredi. Alors, jusqu'à présent, eh bien, en fait, il n'y avait pas les 2 heures que le salarié avait effectuées en plus le mardi, ne donnaient pas lieu à majoration sur heures supplémentaires. Les 2 heures, bien sûr, étaient payées, mais au taux normal. Là, avec la nouvelle règle maintenant, on va considérer que les heures de congé payé sont assimilées à du temps de travail effectif, ce qui va nous donner 37 heures de travail effectif, donc 2 heures au-delà de 35 heures, donc 2 heures payées avec des majorations pour heures supplémentaires. Donc voilà pour ce principe, et effectivement, comme le disait Laetitia, cette règle, elle nous vient du droit européen, qui avait effectivement dans une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, poser cette règle en interprétation du droit européen. L'idée, c'est quoi derrière cela? L'idée, c'est de ne pas dissuader les salariés de prendre des congés. Hein. Le droit au congé, c'est un droit au repos important pour la sécurité et la santé des salariés. Et donc, tout ce qui peut mettre un frein à la prise des congés doit être restreint, enfin doit être annulé. Et donc notamment le fait de savoir que si je prends des congés une semaine où j'ai fait des heures en plus et qu'elle ne donnerait pas droit à des majorations, eh bien c'est considéré comme un frein à la prise des congés. Et c'est à ce titre-là que le droit européen s'était positionné par l'intermédiaire de la Cour de justice, et maintenant la Cour de cassation dans le droit français qui transpose cette règle qui va donc s'imposer aux employeurs. Il y a quelques réactions dans le chat. Je vois Karine qui dit, enfin, elle trouve en tout cas que c'est plus facile, hein, du coup, à calculer quand l'employeur donne que les heures faites plus les congés. Et Jean-Yves, alors le J, je suppose que c'est Jean, pardon, Jean-Yves, Yves, si c'est pas Jean-Yves. Et si c'est un RTT, et Marion qui ajoute, et en cas de congé conventionnel. Oui, bon, beaucoup de questions, effectivement. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est poursuivre sur la slide suivante, parce que les questions que vous posez sont en relation avec ce qu'on va évoquer maintenant, effectivement. Vous aurez les réponses à vos questions. Je vais donc y questions. répondre dans ce cadre-là. Donc, si on passe à la slide suivante, il y a tout d'abord, je ne sais pas si on peut afficher la slide parce que je crois qu'elle ne s'affiche pas. Voilà. Donc, dans cette slide, il y a plusieurs. Il faut tirer maintenant les conséquences de cette nouvelle règle, et notamment la question de jusqu'où ça va. Donc, premier point, c'est la question de la rétroactivité, parce que là, on a une nouvelle règle qui est posée par la Cour de cassation, mais est-ce qu'elle s'applique seulement à compter de septembre, ou est-ce qu'elle va s'appliquer potentiellement à des situations antérieures? Donc, dans ce domaine-là, en fait, on a une règle en matière de paye qui est ce qu'on appelle la prescription triennale, c'est-à-dire qu'on peut remonter jusqu'à 3 ans en arrière pour des salaires qui sont versés régulièrement. Et donc, potentiellement, il peut y avoir des demandes de salariés qui estimeraient avoir droit aux majorations sur cette période depuis 3 ans, en fait. Donc, on ne peut pas exclure qu'effectivement, il y ait des demandes de rappel de salariés à ce titre-là, et que ça aille même jusque devant la justice si les employeurs ne veulent pas appliquer rétroactivement cette règle.
Ensuite, effectivement, on a pas mal d'interrogations sur la portée de cette nouvelle règle. Alors, je vais vous les reprendre, effectivement, et certaines reprennent les questions que vous posez. Donc, d'une part, la première question, c'est est-ce que ça s'applique uniquement au congé principal et pas au jour de 5e semaine de congé? La question se posait parce qu'en fait, en droit européen, en fait, les dispositions portaient normalement sur les 4 semaines de congé. Mais en fait, il faut, selon les interprétations qu'on a pu lire dans ce domaine-là, eh bien, en fait, il faut aussi pouvoir l'appliquer normalement à la 5e semaine, puisque en fait, le droit européen prévoit au minimum 4 semaines de repos pour les salariés, mais c'est au moins. Donc, ce n'est pas incompatible avec le droit français qui prévoit 5 semaines de congé. Donc, on peut en déduire effectivement qu'a priori, cette règle va s'appliquer aussi au jour de 5e semaine de congé. Deuxième question qui pouvait se poser, est-ce que ça s'applique aux seuls salariés soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail? Alors là, effectivement, on a beaucoup, le point reste en suspens, puisque effectivement, même la Cour de cassation l'a précisé dans les commentaires de son arrêt, elle l'a précisé que ça concernait les salariés concernés par un décompte hebdomadaire de la durée du travail. Donc tout ce qui est aménagement du temps de travail, modulation, cycle, etc. Ben, pour l'instant, on n'a pas la réponse. La Cour de cassation n'a pas pris position. Il faudra attendre qu'il y ait un nouveau contentieux qui soit porté devant cette juridiction pour prendre position. Donc pour l'instant, vide juridique de ce point de vue-là. Ce qu'on est sûr, c'est que quand on est dans un cadre classique de décompte de la durée du travail, eh bien, ça s'appliquera. Pour le reste, effectivement, on n'a pas la précision pour le moment. Donc effectivement, on posait aussi la question de savoir si, par exemple, ça s'applique au jour de RTT. Alors, RTT, là, on n'est pas dans le cadre de ce que prévoit le droit européen. Il n'y a pas la notion de RTT en droit européen. Donc, pour l'instant, ce serait faire une application très extensive de cette notion. Donc, je pense que pour l'instant, il faut s'en tenir à la notion de congé payé au sens strict. Et puis, par contre, pour tout ce qui est, par exemple, congé pour événements familiaux, là, les congés pour événements familiaux, c'est déjà prévu dans la loi française, c'est du temps assimilé à du travail effectif, et là, effectivement, ça donne droit à majoration. Dernière question qui pouvait se poser, c'est effectivement, on a vu que cette nouvelle règle avait pour effet de donner droit aux salariés à des majorations sur les heures supplémentaires. Maintenant, il y a un autre enjeu par rapport à ça, c'est les heures sont-elles prises dans le cadre du contingent annuel d'heures supplémentaires? Vous savez qu'il y a normalement un contingent annuel d'heures au-delà duquel, en fait, si on dépasse ce nombre d'heures annuelles d'heures supplémentaires, on a droit à une contrepartie obligatoire en repos. Donc la question, c'est est-ce que ça génère aussi éventuellement c'est pris en compte dans ce décompte? Pour l'instant, on n'a pas la réponse non plus sur ce point-là. Notre avis sur ce point de vue avec Laetitia, on en avait un peu parlé, effectivement, c'est que pour l'instant, on pense que ça ne doit pas être pris en compte. Ce serait juste pris en compte pour les majorations, mais pas pour la contrepartie obligatoire en repos. On peut citer à l'appui un peu de ce raisonnement le fait que notamment quand la contrepartie obligatoire en repos est donnée sur une semaine, légalement, elle est assimilée à du travail effectif et donne droit aux majorations. Et pour autant, elle ne donne pas droit elle-même, elle n'est pas prise en compte pour les heures prises en compte dans le contingent. Donc, on ne voit pas pourquoi les heures au titre des congés donneraient plus de droits dans ce domaine-là. Donc voilà, un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle règle qui a des conséquences quand même assez importantes dans le traitement des peines. C'est ce que dit Karine, ça va être amusant. Ah, pardon. Non, je disais juste Karine. Des précisions seraient la bienvenue de l'administration dans la mesure, surtout au regard des exonérations, des réductions de charges afférentes aux heures supplémentaires. Donc peut-être qu'il y aura peut-être des informations, que ce soit dans le BOSS ou que ce soit dans
par des questions-réponses du gouvernement sur le ministère du Travail. Voilà. Donc, on attend quand même peut-être des précisions de l'administration parce que là, c'est vrai que c'est quand même un impact fort. Et pour le moment, il n'y a pas eu tellement de précisions, en tout cas, à part cet arrêt de la Cour de cassation. En tout cas, à date, voilà ce que l'on sait. Voilà. Tout à fait. Bon, je vois que dans le chat, il y a des réactions. Voilà, ça va être amusant, on va finir chauve. Bon, ça inquiète un petit peu. Septembre 2025 pour la mise en place, demande Aurélie. Alors, comme je l'ai dit, c'est potentiellement rétroactif. Alors, il faut dès que possible, normalement, mettre en application cette disposition et va se poser aussi la question de appliquer des rappels de salaire à ce titre-là si des salariés réclament leurs droits en vertu de cette jurisprudence, puisque en fait, la jurisprudence ne fait qu'interpréter le droit existant. Et donc, ça veut dire que cette règle existait en fait auparavant, mais comme il y a des règles qui protègent quand même les employeurs par rapport à des demandes qui seraient sur 20 ans en arrière, eh bien, en fait, il y a une règle de prescription qui est qu'on ne remonte pas plus loin que 3 ans en arrière, en fait, en matière de salaire. Ok. Très clair. Je propose qu'on avance sur le sujet suivant qui questionne aussi pas mal. Hop, j'avance juste la slide, pardon. Voilà, ça y est, j'arrivais pas à cliquer. Qui prend le relais? Alors oui, sur ce sujet-là, je vais introduire le sujet. Effectivement, encore un arrêt issu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui, cette fois-ci, porte sur l'interaction en fait, entre l'arrêt maladie et les congés payés. Que se passe-t-il quand un arrêt maladie survient pendant les congés? Jusqu'ici, on avait une règle qui s'appliquait en droit français et celle-ci évolue et c'est ce que Laetitia va vous expliquer maintenant. Alors, donc pareil, hein, c'est un arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2025, donc la même date. Hein. C'était deux arrêts en fait qui sont tombés à la même date. Donc la question, c'était le sort des congés payés en cas d'arrêt de travail survenant pendant la période de prise. Donc à savoir qu'il n'y avait pas eu d'autres décisions sur ce point précis depuis 1996. Donc, la décision de la Cour d'appel qui a été confirmée par la Cour de cassation, c'est que conformément au droit européen, on reporte les congés payés. Donc, qu'est-ce que dit la jurisprudence européenne? Donc, le congé payé vise au repos et à la détente et l'arrêt de travail vise à la guérison. Tomber malade pendant ses congés ne doit pas priver le salarié du repos. Donc, la conclusion, c'est que le salarié doit pouvoir reporter ses jours de congé, donc pouvoir les prendre plus tard, à partir du moment où il est en arrêt de travail. Donc, du coup, c'est un revirement de la jurisprudence française parce que ce n'était pas la pratique qu'on avait en tout cas en paye jusque-là. Donc, le salarié qui est malade pendant ses congés, il a le droit au report des jours de congés concernés. Donc, la condition, c'est qu'il doit notifier l'arrêt maladie à l'employeur. Bien entendu, s'il ne notifie pas l'arrêt à l'employeur, l'employeur, il ne peut pas le savoir. Voilà, donc il reste en congé. Donc, les conditions de report, ils vont s'aligner sur les règles de la loi DADU du 22 avril 2024. Donc là, pour le coup, il n'y a pas tant de changement au niveau des conditions de report. Donc, si le salarié ne peut pas prendre ses congés avant la date de fin de la période de prise, elles sont reportées dans les mêmes conditions qu'actuellement, du coup, avec la loi DADU. Donc, au niveau des règles de gestion, donc concrètement, lorsqu'un salarié tombe malade pendant ses congés, donc il est placé en arrêt maladie avec du coup IJSS, éventuellement jour de carence, éventuellement maintien employeur, éventuellement indemnité de prévoyance. Enfin, voilà, là j'ai une gestion classique d'un arrêt de travail et ces jours de congé sont reportés. Donc concrètement, on va dire sur un cas plus concret paye, en fait, on les réintègre dans son compteur. Donc, je vous donne un petit exemple. Donc, un salarié est en congé du 5 au 18 août, il tombe malade le 12 août et transmet son arrêt de travail à son employeur. Donc, avant la jurisprudence de septembre 2025, comment on faisait? Donc, le salarié est resté en congé payé jusqu'à la fin de ses congés, donc jusqu'au 18 août, mais il percevait, donc il fallait quand même faire le signalement DSN,
parce qu'ils percevaient les IJSS à compter du 12 août, avec éventuellement la carence, le cas échéant. Et surtout, il ne fallait pas demander la subrogation. C'était sans subrogation. Donc, le salarié est resté en congé et en même temps, il percevait les IJSS. Et ensuite, à compter du 19 août, donc à l'issue de ses congés payés, le salarié était placé en arrêt de travail et avec éventuellement maintien de salaire et éventuellement subrogation. Là, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Finalement, c'est plus simple pour les gestionnaires de paye. C'est que le salarié est en arrêt de travail, il n'est plus en congé payé, on le met en maladie, et puis le traitement de la maladie, c'est le traitement classique avec IJSS, carence, subrogation éventuelle, maintien éventuel, enfin voilà, le traitement classique de la maladie. Et les jours de CP qui coïncident du coup avec l'arrêt, sont réintégrés dans le compteur, tout simplement. Donc en fait, voilà, vous supprimez l'absence congé, puis vous saisissez l'absence maladie à la place. Voilà. Donc, au niveau de la gestion, je ne sais pas si du coup, il y avait des questions. Non, il n'y a pas de question. Moi, en t'écoutant, je me disais, du coup, il va y avoir une nécessité de communiquer auprès des salariés qui ne sont pas forcément au courant de ça. Enfin, j'imagine qu'il y a un risque que les salariés qui n'ont pas conscience de cette info, quand ils sont malades, restent en congé et pour autant ne vont pas aller récupérer un arrêt et le transmettre. Donc, je me dis que derrière, ça va demander un travail de communication de la part des RH auprès des salariés sur ce sujet. Tout à fait. Alors, il y a quelques réactions là, ça y est, elles sont apparues entre-temps. Alors, Marie qui demande, est-ce que l'employeur il peut imposer aux salariés de prendre ses congés payés à la suite de son arrêt? J'imagine que non. Non, pas nécessairement. Non, il n'y a pas de... En tout cas, la loi ne le prévoit pas. Les congés sont rentrés dans le compteur. Après, si le salarié à l'issue ne veut pas reprendre... Par contre, il faut qu'il les prenne avant la fin de période de prise. Sinon, ils sont perdus. Voilà. Oui, bien sûr. Sauf les cas où ils peuvent être reportés. Est-ce qu'il y a un effet rétroactif ou pas? Amélie demande. Alors, oui, c'est comme finalement comme pour le cas des heures supplémentaires, c'est qu'on a la période triennale de 3 ans, donc c'est le même principe. Il peut y avoir une demande de rétroactivité qui finalement est plus compliquée à gérer parce que voilà, on est sur de la maladie avec des IJSS, avec éventuellement des indemnités de prévoyance. Donc voilà, si vous avez des demandes de rappel, oui, également, on est sur la même règle des 3 ans. Ok. Très clair. Alors, il y a énormément de questions. Je ne vais pas pouvoir toutes les relever. Je relève une petite dernière. Allez, histoire de te poser une colle, Laetitia, parce qu'on adore ça, n'est-ce pas? Attends, j'en avais vu une. Alors, il y a Anan qui dit, alors attention, c'est très, très précis. Si l'arrêt maladie se situe entre la fin de l'année en cours et le début de l'année N+1, l'employeur a-t-il le droit de refuser le report des congés? Doit-il les payer ou le salarié a-t-il le droit à un report aux dates de son choix? C'est très précis comme interrogation. Oui, je vais essayer de la lire, la question, là, pour mieux la comprendre. Voilà. Elle est un peu plus haut. Entre la fin de l'année en cours et le début de l'année N+1. De refuser. Alors, après, vous parlez en période, voilà, c'est ça en fait, c'est qu'on parle de période de référence des congés payés ou année civile. Voilà, il y a quand même cette... Je suppose que c'est dans le cadre de la période de référence des congés la payés. période de référence sinon, la colle ne se poserait pas. Ouais. Donc, entre la fin de l'année en cours et le début, a-t-il le droit de refuser le report des congés? Après, on en revient en fait aux règles de la loi Dadu. C'est-à-dire, si le salarié est en maladie et n'est pas en capacité de prendre ses congés avant la fin de période de prise, on est dans le cadre du report avec les 15 mois. Enfin, voilà, le report, alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails de la loi Dadu parce que c'est hyper complexe. Mais voilà, on est dans le cadre de la loi Dadu. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question en tout cas. On gardera quelques questions à la fin. Ne vous inquiétez pas, si jamais des points sont encore un peu flous, on reviendra sur quelques questions si vous le souhaitez. Je vous propose que du coup on avance, que je ne vois pas forcément d'autres réactions à ajouter. On embraye sur les nouveautés DSN.
Tout à fait. Alors, donc en 2026, on n'a pas de grandes évolutions en DSN, mais on a quand même quelques nouveautés, notamment avec la mise en place de la DSN de substitution. Donc, il y a à savoir que vraiment en 2026, le mot-clé, c'est vraiment la qualité des données transmises. Donc, je vais laisser la parole à David qui va vous expliquer tout ça. Effectivement, oui, on a quelques nouveautés en DSN. Effectivement, pas d'énormes dispositifs qui se mettent en place, mis à part, comme tu l'as dit, Laetitia, sur la DSN de substitution et qu'on va aborder dans ce webinaire. Donc, si on fait l'énumération un peu des différentes mesures, il était prévu en fait la mise en place d'un signalement de DPAE, déclaration préalable à l'embauche via la DSN. En complément des autres modes déclaratifs qui existent pour faire cette DPAE. Ça ne la remplaçait pas pour le moment. Bon, comme souvent en DSN, il y a des effets d'annonce et puis ensuite, ça ne se met pas en place tout de suite. Et là, effectivement, on a une annonce récente disant que la mise en œuvre de ce signalement serait reportée à 2027. Donc 2026, il ne sera pas possible de faire un signalement DPAE en DSN. Ce ne sera pas autorisé par le système d'information DSN. Et de toute façon, à compter de 2027, en fait, les autres modes déclaratifs, de passer par le site notamment de l'URSSAF ou par votre logiciel de paye qui propose déjà ce type de service. Nous, par exemple, chez 1, 2, 3 Paye, effectivement, on a déjà un système comme ça de déclaration automatique de la déclaration préalable à l'embauche, resteront effectifs. Il y aura en fait plusieurs possibilités de faire la DPAE. Deuxième point, il n'est plus, en fait, les logiciels de paye ne doivent plus alimenter l'effectif moyen annuel et l'effectif de fin de période de l'établissement dans la DSN. En fait, ça fait plusieurs années maintenant que l'URSSAF, en fonction des renseignements qui sont donnés dans la DSN, du type durée du contrat, du type temps de travail, du type d'exonération, calcule automatiquement vos effectifs pour déterminer si vous avez atteint, par exemple, un seuil de cotisation donnant lieu à une cotisation supplémentaire. Donc, tout ça, c'est calculé maintenant en automatique par l'URSSAF, ce qui fait qu'il n'est plus demandé à l'entreprise de renseigner un effectif moyen annuel. C'est eux qui le calculent eux-mêmes à partir des données factuelles que vous envoyez en DSN. Troisième point, on l'avait déjà évoqué la dernière fois, c'est le fait que désormais, il y a un transfert possible à l'URSSAF du recouvrement des contributions conventionnelles de formation continue et de dialogue social. Alors, quand je dis transfert, c'est possible, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation et pour l'instant, en fait, il faut qu'il y ait effectivement un accord entre les branches concernées et l'URSSAF et ça ne va concerner pour le 1er janvier 2026 que quelques branches, en fait, cette branche, et certaines, ce sera pour la formation continue, d'autres, ce sera pour le dialogue social. Je n'y reviens pas dans le détail, c'est en fait cette nouveauté va se traduire effectivement par des nouvelles obligations déclaratives en DSN, puisqu'il y aura un code CTP à déclarer au niveau de l'URSSAF, et puis également des données nominatives à déclarer en DSN dans les blocs 78-81 que vous connaissez si vous pratiquez la DSN. Autre point, on va nous demander maintenant de transmettre les informations nécessaires au contrôle de la RGC, de la réduction générale des cotisations en cas de maintien partiel du salaire. Alors, en fait, c'est vrai que dans la DSN, on transmet des informations qui permettent en fait de déclarer les cotisations à payer, notamment à l'URSSAF, mais le système d'information DSN a aussi d'autres ambitions. C'est non seulement de collecter en fait les déclarations des employeurs, mais aussi de vérifier les calculs des employeurs. Et donc, on va très loin en fait dans cette ambition. L'ambition, là, c'est de pouvoir dire à l'employeur, eh bien non, compte tenu des informations que vous me donnez, votre calcul de réduction générale de cotisation pour tel salarié n'est pas correct. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, maintenant, on va nous demander de déclarer en fait, un élément qui permet de calculer la réduction générale de cotisation. La situation est la suivante. Lorsque vous avez un salarié qui est absent,
et qui bénéficie d'un maintien partiel du salaire, on va comparer sa rémunération perçue avec un SMIC multiplié par un certain coefficient qui va donner lieu éventuellement ce SMIC à un prorata. Et donc, pour calculer ce prorata, on entre voyez beaucoup dans les détails, mais pour calculer ce prorata de SMIC, on va nous demander de déclarer la rémunération perçue hors éléments non affectés par l'absence et également la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas été absent. En fait. L'idée, c'est de comparer ces deux éléments pour faire un prorata du SMIC qui sera lui-même comparé à la rémunération réellement perçue sur le mois. Donc, vous voyez, c'est difficile d'entrer trop dans le détail dans le cadre de ce webinaire parce que ça mériterait quasiment un quart d'heure d'explication. L'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, maintenant, l'URSSAF veut contrôler vos réductions générales de cotisation et éventuellement vous envoyer, s'ils ne sont pas d'accord avec votre calcul, vous dire qu'effectivement, il y aura peut-être des rectifications à faire ou se justifier sur le pourquoi vous avez calculé votre réduction générale de cotisation de cette manière. Très bien. Et juste Aude qui demande, est-ce que c'est hors heures supplémentaires ? Alors, les heures supplémentaires sont prises. Non, c'est pris en compte. En fait, tous les éléments qui donnent lieu à comparaison sont pris en compte, notamment les heures supplémentaires. Si les heures supplémentaires sont réduites du fait de l'absence, eh bien, elles entreront dans cette comparaison. Alors, encore une fois, c'est très difficile. Il faudrait passer beaucoup de temps pour vraiment entrer dans la nuance des comparaisons, notamment la nouvelle règle qui va s'appliquer, qui a été apportée à compter de 2026, c'est que quand on dit hors éléments non affectés par l'absence, c'est vraiment des éléments qui ne sont pas calculés strictement proportionnellement en cas d'absence. Donc ça va très loin en fait dans le détail de ce qu'il faut prendre en compte ou pas pour faire cette comparaison. Ok, très clair. Alors, juste une petite chose, à savoir que vous pouvez consulter sur notre entreprise, dans la base de connaissances, la fiche qui donne quand même beaucoup d'exemples et notamment un arbre de décision pour savoir si votre élément est affecté ou non affecté par l'absence. Donc, voilà, je vous invite à la consulter. Donc, on va poursuivre ensuite avec la slide suivante sur les autres nouveautés en matière de DSN. Et donc, notamment avec la DSN évolue aussi en fonction de la législation. Et donc, on va en parler. Il y a le contrat de valorisation de l'expérience qui se met en place. Et comme c'est un nouveau contrat, il va falloir le déclarer dans une rubrique de la DSN qui s'appelle Dispositif de politique publique et conventionnelle. Je n'entre pas plus dans le détail parce qu'on va en parler tout à l'heure du contrat de valorisation de l'expérience. Autre point, le montant net social, c'est quelque chose qu'on déclare en DSN. Encore une fois, l'ambition des destinataires de la DSN, c'est non seulement de collecter l'information, c'est-à-dire quel montant net social vous déclarez pour votre salarié, mais c'est aussi de vérifier que vous avez bien calculé votre montant net social. Donc, on va vous demander des renseignements par rapport à ça. On va vous demander maintenant aussi de déclarer la participation et l'intéressement qui sont versés immédiatement et directement par l'employeur, parce que ça rentre effectivement dans le montant net social. On va vous demander les IJSS qui sont subrogées et qui sont donc aussi, elles aussi, prises en compte dans le calcul du MNS, et également les cotisations du régime unifié Agirc-Arrco pour la part patronale de la tranche 2. Alors là, j'avoue que j'ai séché un peu pour la raison pour laquelle ils nous ont demandé ce renseignement en plus. Mais en tout cas, voilà, l'idée, si vous voulez, c'est encore une fois, c'est de vous demander de déclarer le montant net social, mais aussi de vous demander les informations qui contribuent au calcul de ce montant net social pour vérifier que vous avez bien calculé le montant net social. Dernier point, la DSN de substitution, Laetitia l'évoquait, effectivement, là, on a une première mise en œuvre qui va intervenir à compter de 2026. Alors, concrètement, comment ça se passe? En fait, vous allez recevoir à partir de mars 2026 des comptes rendus métiers de rappel. Et ces comptes rendus de métiers rappel, ils vont récapituler en fait toutes les anomalies que vous avez eues, qui vous ont été signalées au cours de l'année 2025. Vous recevez régulièrement des comptes rendus
d'anomalies suite à vos DSN. Si vous ne les avez pas corrigées encore en 2025, eh bien, elles seront mentionnées dans ce CRM de rappel et on vous demandera donc de réagir par rapport à ce CRM. C'est-à-dire que vous aurez deux réactions possibles. Soit vous contestez le bien fondé de l'anomalie qui a été signalée en disant non, ça ne correspond pas, ce n'est pas une anomalie, c'est normal, ou voilà. Soit vous êtes d'accord avec l'anomalie, vous êtes d'accord qu'il faut régulariser, et dans ce cas-là, vous devez régulariser via un bloc de régularisation en DSN, et ça doit se faire au plus tard lors de la deuxième échéance déclarative qui va suivre la réception du CRM de rappel. Si vous n'avez pas contesté ou régularisé dans ce délai, eh bien là, va se mettre en place donc la DSN de substitution, c'est-à-dire que l'URSSAF va produire une DSN à votre place pour les éléments concernés, va corriger elle-même en fait, et va le faire à partir de mai 2026. Et vous recevrez, à la suite de la mise en œuvre de cette DSN de substitution, un CRM qui vous informera que l'URSSAF a procédé à une DSN de substitution. Bien sûr, si l'anomalie portait sur des erreurs de calcul de cotisation, vous exposez aussi, bien sûr, à des rappels de cotisation qui vous seront envoyés par l'URSSAF pour régulariser votre situation. Donc voilà, pour effectivement les nouveautés de la DSN 2026, avec effectivement le plus important, la mise en place de la DSN de substitution qui va changer pas mal aussi le quotidien des gestionnaires de paye. Je ne sais pas si tu as vu, il y a juste... on va prendre 2 questions, puis après on va avancer parce qu'il y a encore un gros morceau sur la partie suivante. Mais Carole qui dit, donc si on règle la participation et l'intéressement par un organisme financier d'épargne par besoin... Oui, alors dans ce cas-là, effectivement, c'est l'organisme lui-même qui devra déclarer l'information via un autre support déclaratif. Donc vous n'avez pas à le déclarer si c'est l'organisme qui verse directement la participation aux salariés. Ok. Et Nora qui demande, est-ce qu'on a un intérêt à demander la subrogation sur tous les dossiers? Non, il n'y a pas forcément d'intérêt. Je dirais que c'est chaque entreprise qui doit apprécier si effectivement elle souhaite gérer cet aspect-là. Souvent, on se dit qu'il y a intérêt pour le gestionnaire paye d'avoir la subrogation des IJSS, ne serait-ce que pour vérifier que le salarié a bien transmis son arrêt de travail ou pour vérifier que le complément de salaire qu'on doit verser en complément des IJSS est correct. Donc, ça peut être utile, effectivement, en pratique, de demander la subrogation. Mais il n'y a pas d'obligation. Rares sont les conventions collectives qui imposent de la subrogation. Le maintien de salaire, oui, il est obligatoire. La subrogation, ce n'est pas souvent une obligation. En fait. Ok, très clair. Je vous propose qu'on avance. Carole et Nora te remercient pour tes éclairages. Un autre morceau, l'impact en paye lié au plafond de la sécurité sociale 2026. Oui, alors effectivement, le plafond de la sécurité sociale, c'est un paramètre important de la paye. Hein. Il évolue annuellement et puis en fait, la règle, c'est que son augmentation dépend de l'évolution du salaire moyen par tête de l'année précédente. En fait. Donc, il y a une règle de calcul bien précise pour définir ses modalités d'augmentation. Donc, je laisse la parole à Laetitia pour décliner effectivement le contenu. Donc, le plafond de la sécurité sociale est revalorisé de 2% au 1er janvier 2026. Donc, c'est une communication du BOSS en date du 21 octobre 2025, donc en anticipation de l'arrêté. Donc là, voilà, je vous ai mis les différentes valeurs. Donc, on part sur un PSS donc annuel de 48 060 €. Donc là, je ne vais pas tout vous détailler. En mensuel, donc 4 005 €. Et puis, le plafond horaire, du coup, est fixé à 30 €. Donc, à savoir, à Mayotte, voilà, il y a toujours des indicateurs qui sont différents. Donc, le plafond mensuel à Mayotte, il est fixé à 3 021 € au 1er janvier 2026, donc une augmentation de plus de 7%.
Alors, on va surtout s'intéresser à l'impact en paye. Donc, quel impact de la revalorisation du plafond sur la paye? Donc, forcément, impact sur les tranches de cotisation, donc, que ce soit les bases plafonnées, que ce soit les tranches à Agirc-Arrco, les tranches 1, tranche 2, les plafonds d'assurance chômage, les plafonds d'abattement de CSG, CRDS. Donc, voilà, c'est c'est comme tous les ans, une revalorisation de ces plafonds. Une revalorisation aussi également des limites d'exonération des indemnités de rupture, des limites d'exonération des cotisations de retraite supplémentaires et de prévoyance. La gratification minimale obligatoire des stagiaires également, donc le seuil de franchise est fixé à 4,50 € par heure de stage en 2026, donc une revalorisation. Et puis également une revalorisation des IJSS, accident du travail, maladie professionnelle, et des IJSS maternité-paternité. Donc, à savoir que la maladie, elle est indexée sur le SMIC. Donc, en fait, le IJSS, ATAP, MP, maternité-paternité, c'est indexé sur le plafond, et puis maladie, c'est indexé sur le SMIC. Donc, il y aura aussi une revalorisation de l'IJSS avec la revalorisation du SMIC, mais là, c'est une information qu'on ne connaît pas encore. Donc, à savoir que tous les détails de ces plafonds, vous pouvez les retrouver dans un article que je vous ai mis en lien dans le support, publié sur Culture RH. Très bien. Donc, de toute façon, je vous mettrai le support à disposition, donc vous pourrez aller récupérer le support complet et du coup, les liens hypertextes que Laetitia a ajoutés. Nickel, merci. Tout à fait. Donc là, on a enfin eu la loi senior dialogue social et transition professionnelle, donc qui a enfin été publiée après des mois et des mois de navette parlementaire. Donc après, il y a eu des aléas politiques qui ont fait que ça a pris un peu plus de temps, donc notamment en paye la mise en place du contrat de valorisation de l'expérience et puis également des temps partiels de fin de carrière. Donc David va vous expliquer tout ça. En tout cas, pour les sujets qui concernent la paye. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, cette loi, elle comporte de nombreuses dispositions. Nous, notre objectif, là, c'est de vous informer surtout, de faire un focus sur les conséquences en paye. Donc, effectivement, on va d'abord aborder la mise en place du contrat de valorisation de l'expérience. Donc, ce contrat, il est mis en place pour une durée de 5 ans, suivant la promulgation de la loi. Donc, à l'issue de ce délai de 5 ans, on verra si cette mesure sera pérennisée ou pas. Bon, pour l'instant, elle a une durée temporaire. L'objectif, en fait, c'est de favoriser l'embauche de seniors, et donc ça va concerner l'embauche d'un demandeur d'emploi d'au moins 60 ans, voire 57 ans par accord de branche étendu, et qui ne bénéficierait pas d'une retraite à taux plein. L'idée, donc, quelle est la contrepartie? L'incitation pour l'employeur à embaucher donc, des salariés d'au moins 60 ans. Il y a plusieurs avantages. Alors, notamment en paye, il va y avoir une exonération de la contribution patronale de 30% sur l'indemnité de mise à la retraite. Donc ça, vous savez que quand un employeur met à la retraite un salarié, en fait, il y a un régime social et fiscal qui s'applique. Au-delà de montants assez importants, en fait, l'indemnité est soumise à cotisation et voire à impôt sur le revenu. En deçà d'un montant que je ne citerai pas parce que ce serait entrer trop dans le détail, mais en deçà de ce montant-là, en fait, on a une contribution qui est à payer par l'employeur, qui est de 30% sur le montant de l'indemnité de mise à la retraite. Eh bien, dans le cas du contrat de valorisation de l'expérience, il n'y aurait pas cette contribution à verser, donc une incitation, pour éviter de dissuader un employeur qui se dirait: ah oui, mais si j'embauche quelqu'un de cet âge-là, je vais devoir lui verser une indemnité de mise à la retraite et ça va me coûter cette contribution. Il y a aussi des mesures qui visent à faciliter la mise à la retraite, dans lequel je n'entrerai pas dans le détail, puisque ce n'est pas directement de la paye, mais je le cite quand même comme autre mesure d'incitation. Deuxième mesure de cette loi senior, c'est l'obligation de négocier sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés seniors dans les entreprises d'au moins 300 salariés et dans les branches. Donc, ça pourrait concerner aussi les entreprises de moins de 300 salariés si les branches, donc les conventions collectives, venaient à prendre des dispositions dans ce domaine-là. Donc,
conséquences potentielles sur la paye, hein, puisqu'il pourrait y avoir des mesures sur l'emploi, le travail, l'amélioration. Donc, ça pourrait avoir aussi des conséquences en paye dans ce domaine-là. Si on poursuit sur la slide suivante, il y a d'autres mesures. C'est d'une part l'accès facilité au dispositif de pré-retraite progressive. Là, ça va être plus compliqué pour l'employeur maintenant de refuser une demande de temps partiel dans le cadre d'une demande de pré-retraite progressive. En effet, pour que l'employeur puisse refuser, il devra invoquer une incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise. Notamment, l'employeur devra rendre compte des conséquences de cette réduction de la durée du travail sur la continuité de l'activité de l'entreprise, ainsi que si les conséquences de cette réduction impliquent un recrutement, des tensions pour procéder au remplacement partiel du salarié du fait de sa réduction du temps de travail. Donc, voilà, c'est quand même, maintenant, l'employeur devra vraiment justifier son refus encore plus qu'avant, donc ce qui facilitera l'accès au dispositif de pré-retraite progressive pour les salariés. Deuxième mesure d'aménagement des fins de carrière pour faciliter les aménagements de fin de carrière, c'est la création d'un temps partiel de fin de carrière. Alors là, c'est un accord collectif d'entreprise ou bien un accord de branche qui pourra prévoir si le salarié demande un temps partiel à sa demande, il y en a accord avec son employeur. Cette fois-ci, ce n'est pas un droit, il faudra que l'employeur soit d'accord. Ça pourra se traduire par la possibilité d'affecter le futur montant de l'indemnité de départ à la retraite du salarié au maintien total ou partiel de sa rémunération. Donc, au lieu de percevoir l'indemnité de départ à la retraite au moment où il partira à la retraite, mais il y aura une partie de ou la totalité de cette indemnité qui aura servi à financer en fait la réduction du temps de travail du salarié. C'est-à-dire qu'il touchera le salaire pour les heures travaillées et il touchera un complément au titre de l'indemnité de départ à la retraite progressivement pendant les mois jusqu'à son départ à la retraite. En fait. Et si, au moment où il part à la retraite, il reste un reliquat, bien sûr, d'indemnité de départ en retraite à verser, si le temps partiel de fin de carrière n'a pas consommé la totalité de l'indemnité, eh bien sûr, il percevra le reliquat de cette indemnité de départ en retraite. Il nous reste 5 minutes pour David. Tu mets un petit coup de pression là. Bon, il nous reste 5 minutes. Vas-y. Très rapidement, aussi, il y a les conséquences sur le bonus-malus. Donc, je ne vais pas rappeler ce qu'est le bonus-malus. Pour aller directement à la mesure, en fait, ce qui est pris en compte pour le taux de bonus-malus, c'est le taux de séparation des entreprises. Et mesure favorable aux entreprises, maintenant, le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et le licenciement pour faute grave ou faute lourde ne sera plus pris en compte dans ce taux de séparation, donc ce qui contribuera à améliorer le taux de bonus-malus qui serait applicable aux entreprises concernées. Voilà pour ce sujet. Il y a quand même Barbara dans le chat qui a dit « J'espère que j'en aurai pas car j'y comprends rien ». Ça m'a fait sourire. On compatit fort, Barbara. Pour conclure, parce que on arrive au bout de ce webinaire, quelques dernières mesures pour aller au bout. Vas-y. Tout à fait. Allez, j'enchaîne. Donc là, comme vous le savez, les budgets, donc le projet de loi de finances et projet de loi de financement de la sécurité sociale 2026 est en cours d'examen au Parlement. Donc, je vous présente juste les mesures qui sont prévues dans le projet initial qui a été donc soumis à l'Assemblée nationale par le gouvernement, à savoir qu'il peut être amendé très largement en fonction des débats parlementaires. Donc, gel du barème de l'impôt sur le revenu. Donc, quelles conséquences? Gel du barème de taux neutre du prélèvement à la source, gel du barème de retenue à la source des non-résidents fiscaux et gel du barème de taxe sur les salaires. Donc, 2025-2026, le barème ne change pas. Au niveau des médailles de travail, donc les primes que vous versez à vos salariés dans le cadre de la médaille du travail étaient exonérées d'impôt sur le revenu. Donc, le prélèvement à la source n'était pas applicable pour cette rémunération dans certaines conditions que je ne vais pas forcément préciser ici.
Donc là, le projet de loi de finances prévoit une suppression de l'exonération d'impôt sur le revenu. Donc, il n'y aura plus d'exonération pour la médaille du travail. Ensuite, au niveau du projet de loi de financement de la sécurité sociale, donc au niveau des ruptures conventionnelles et des mises à la retraite, la contribution spécifique, donc on en parlait tout à l'heure avec la loi senior, la contribution spécifique, elle serait portée à 40%, donc elle passe de 30% à 40%. Alors là, une grosse révolution au niveau des titres restaurants, des bons d'achat et des chèques vacances, un assujettissement donc de la participation employeur au forfait social de 8%. Voilà, comme les cotisations patronales de prévoyance. Au niveau des apprentis, donc il y avait déjà eu quelque chose en 2025 avec une diminution de l'exonération. Donc là, une suppression des exonérations salariales dès janvier 2026. Donc plus du tout d'exonération salariale pour la rémunération des apprentis. Au niveau des exonérations outre-mer, un recentrage sur les bas et moyens salaires, donc également des modifications sur cette exonération, donc sur l'exonération LODEOM, et sur les jeunes entreprises innovantes, des conditions, donc elles seraient toujours existantes, mais avec des conditions d'exonération qui seraient renforcées. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer avec ces budgets? Donc là, à savoir que le 4 novembre, il devait y avoir le vote de la première partie du projet de loi de finances, à savoir qu'ils en sont à l'article 5, sur 45 articles. Donc, on est loin d'avoir une adoption de l'Assemblée nationale. Et puis là, à partir d'aujourd'hui, ils vont commencer à examiner les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Donc pareil, est-ce qu'ils vont prendre autant de temps à examiner ces articles? Et est-ce que finalement, on va réussir à avoir un vote de l'Assemblée nationale dans les délais? Rien n'est moins sûr. Donc, pour le moment, en tout cas, c'est ce qui est prévu dans le texte initial, qui peut être largement amendé. On ne sait pas forcément ce qui va se passer d'ici la fin de l'année, à savoir que le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale doit être publié avant le 31 décembre 2025 pour pouvoir s'appliquer au 1er janvier 2026. Donc maintenant, on verra ce que l'avenir nous réserve. Et il y a juste une légère coquille, effectivement, ça a compté d'aujourd'hui, du 4 novembre 2025, ah oui, pas 25, 2026, oui. je pense. Mais bon, vous l'aurez compris, j'ai vu dans le chat, je pense que ça a été saisi. Pour conclure ce webinaire, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de questions, évidemment, on ne va pas avoir le temps de tout traiter, mais je rebondis sur la question concernant les apprentis, parce que c'est comme une mesure qui inquiète beaucoup de RH, on en parle beaucoup, ça remue un peu. Et Véronique, elle demande, est-ce que ce sont les nouveaux contrats en 2026 pour l'exonération salariale des apprentis? C'est à partir de 2026, enfin, ce seront pour les nouveaux contrats? Alors oui, là voilà, ce serait pour les nouveaux contrats signés à compter du 1er janvier 2026, tout à fait. Parce que déjà signés avant 2026. Vraiment, rien n'est fait en fait. Il peut tout c'est pas encore. ouais. Voilà, je pense qu'il faut vraiment attendre, pour vraiment rentrer dans les détails, il faut vraiment attendre les textes. On reste prudent voilà, et pas besoin de adopter parce que voilà, savoir que le gel du barème de l'impôt sur le revenu, là pour le coup, l'Assemblée nationale, ils ont fait quand même, ils ont acté une revalorisation dans les textes. Donc rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait, tout à fait. Ok, écoute, merci pour ce dernier point express. Et c'était la minute. On va en faire une rubrique récurrente. C'était la minute dernières actus à chaud pour nos GP. Bon, je vois au vu de vos réactions que c'était dense et vous avez apprécié les éclairages. Je pense qu'il y a pas mal de questions qui sont restées en suspens, mais je pense que la team Kellyo reviendra vers vous avec différentes communications. Vous avez le support dans l'onglet Handouts aussi, si vous voulez récupérer quelques infos. Merci Laetitia, merci David. Il y avait beaucoup d'infos. Merci Clarisse, merci Laetitia. Ouais, merci à vous tous. Moi, je vous retrouve dès ce jeudi. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais oui, c'est ça, dès ce jeudi. Non, je ne dis pas de bêtises. Dès ce jeudi, on parlera épargne salariale et pouvoir d'achat. Donc, voyons, on reste un peu dans des thématiques similaires. Rejoignez-nous si le sujet vous intéresse. On va parler engagement des collaborateurs. Et puis, en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous tous. Merci à vous, l'audience qui était présente aujourd'hui. Et à très bientôt, Laetitia, David. Bonne journée. Merci et bonne journée à toutes et à tous. Merci. Au revoir tout le monde.
Au revoir.